Je déclare la réunion du 27 novembre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Monsieur le gouverneur, Monsieur Paul Hartog, Monsieur Éric Jérôme, Monsieur Claude Klinkenberg et Madame Muriel Freinet. Au niveau des chefs de groupe, Monsieur Bastin. Rose n'est pas là. Monsieur Lomba. Oui. Monsieur Tchallon. Paul ne sera pas là et les autres sont en retard. Paul et Eric ne sont pas là. Madame Tandel. En retard, ok. Elle arrivera. Madame Chanson. Merci, Madame la conseillère. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour comprenant les questions d'actualité. Je vous informe qu'au terme de notre séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur un dossier. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2025. Je donne la parole à Monsieur le secrétaire pour la lecture de ce résumé. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Anne-Tane de Bruges et moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 53 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame la première secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2025. L'Assemblée entend la réponse du Collège provincial via son délégué rapporteur, Madame Laura Crapanzano, aux interventions des chefs de groupe quant au document budgétaire 25-26. L'Assemblée adopte les documents 25-26-01 à 009 ainsi que le document 25-26-011. L'Assemblée adopte le budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2026 par 42 voix pour, 11 voix contre, document 25-26-010. Le procès-verbal de la réunion du 4 novembre est approuvé et la séance publique est levée à 17h15. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé. L'ordre du jour actualisé comporte 3 questions d'actualité. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question relative à la suppression du brevet d'infirmier, je donne la parole à Monsieur Grégory Piron. Merci, Monsieur le Président. Donc, Mesdames et Messieurs, chers collègues, bonjour. Le 10 novembre dernier, une centaine d'enseignants ont manifesté dans le centre-ville de Huy afin de relayer les préoccupations du personnel de l'IPES paramédical suite à l'annonce de la suppression du brevet infirmier. Selon les acteurs de terrain, il s'agit d'une décision aberrante qui va avoir pour effet d'aggraver considérablement la pénurie en infirmiers et infirmières que nous connaissons déjà. En effet, plus d'un tiers de nos infirmiers proviennent de cette formation et la formation d'assistants en soins infirmiers, ASI, qui devrait être mise en place en guise d'alternative, ne donnera pas droit au titre d'infirmier responsable en soins généraux. Il s'agit donc d'entériner la raréfaction des infirmiers et infirmières au sein du personnel soignant, en favorisant un profil d'assistant en soins infirmiers qui ne mobilise pas les mêmes compétences et qui ne sera pas reconnu au plan international en tant que formation de niveau 5. Concrètement, le salaire des futurs assistants en soins infirmiers sera bien inférieur à celui des infirmiers brevetés de jadis, tandis que le statut d'infirmier responsable de soins généraux, auquel seul le bachelier donnera accès, va devenir rarissime, étant donné la baisse de fréquentation de cette formation. Nos questions seront donc les suivantes. Confirmez-vous que les élèves aujourd'hui engagés dans la formation du brevet infirmier pourront terminer leurs études dans ce cadre et accéder aux titres associés, y compris en cas de redoublement?
Y a-t-il aujourd'hui des élèves inscrits à l'année préparatoire aux études d'infirmier hospitalier de l'IPES paramédical et si oui, auront-ils encore accès à la formation du brevet infirmier à laquelle ils se destinaient éventuellement? Savez-vous déjà où et par qui la future formation d'ASI, assistant aux soins infirmiers, sera dispensée, sachant qu'elle devrait relever de l'enseignement pour adultes? Quelles garanties, enfin, concrètes pouvez-vous offrir aux enseignants qui craignent pour leur emploi, notamment à l'IPES paramédical de Oui? Merci pour vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention complémentaire. J'invite donc Madame Cathy Firquet, députée provinciale présidente, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, Monsieur Piron, je vous remercie pour vos questions sur le devenir du brevet infirmier actuellement organisé, vous l'avez dit, au sein de notre enseignement secondaire à l'IPES paramédical. Je tiens d'abord à souligner que la Direction générale de l'enseignement a déjà organisé 2 réunions d'information à destination de l'ensemble du personnel concerné. La première s'est tenue le 3 octobre pour présenter la réforme et la seconde, le 13 novembre, était consacrée plus spécifiquement aux questions individuelles qu'elles concernent les enseignants, les administratifs ou les ouvriers. Ces réunions ont été très appréciées et une 3e rencontre est déjà programmée. Ce sera le 19 janvier 2026 pour continuer donc à accompagner les équipes. Concernant les étudiants, je veux être très claire, tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui pourront terminer leur formation et obtenir le titre de brevet infirmier. Quant aux étudiants qui malheureusement échoueraient en 2026, ils pourront encore être inscrits dans la formation de brevet avec maintien de leurs droits, y compris la mobilité européenne. Pour ce qui est des élèves de 7e année préparatoire, notre volonté est de leur permettre également une inscription en septembre 2026 pour qu'ils puissent rejoindre les éventuels doublants que je viens d'évoquer. La disposition réglementaire nécessaire est encore en discussion, mais le dossier avance. Quant à votre 3e question, la formation sera reprise au sein de l'enseignement provincial par l'IPEFASUP de Liège dans les locaux de l'IPES paramédical, actuellement répartis sur 3 sites, au Barboux donc à Liège, à Verviers et à Huy. Nous sommes aujourd'hui en attente des habilitations de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme vous pouvez le constater, notre force est de pouvoir couvrir plusieurs niveaux d'enseignement. Ainsi, nous mettons tout en place pour permettre le maintien à l'emploi de l'ensemble des personnels. Enfin, je tiens à préciser que tous les enseignants, hormis une seule exception, disposent des titres nécessaires pour enseigner dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans un institut pour adultes ou dans une haute école. Tout ceci, je le rappelle, a été évoqué lors de la réunion du 13 novembre, qu'il s'agisse de questions relatives tant aux règles générales de gestion du personnel qu'aux situations individuelles. J'espère vous avoir apporté les précisions souhaitées et vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame la députée présidente. Une réaction? Nous pouvons donc passer à la 2e question relative à la fusion de Liège et Herstal. Je donne la parole à Monsieur Mannery. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, chers collègues, dans un article publié récemment dans Le Soir, il est rapporté que les bourgmestres de Liège et d'Herstal envisagent sérieusement une fusion des communes, avec la perspective d'un rapprochement financier, d'économies d'échelle, ainsi que de primes données par la région wallonne. Par ailleurs, Frédéric Dardenne, bourgmestre d'Herstal, a déjà exprimé son ambition de créer une belle grande métropole wallonne en fusionnant Liège, Herstal et Serein. On le sait, la supracommunalité et l'aide à la supracommunalité est un axe d'action essentiel pour la province. Et dans ce contexte, 2 questions me viennent à l'esprit.
Quelle est la position actuelle du Collège provincial sur ce projet, notamment sur la vision territoriale proposée dans le cadre d'un effacement de l'institution provinciale promis dans la DPR? Deuxième question, la province de Liège envisage-t-elle d'apporter un soutien concret à cette initiative, par exemple via des études de faisabilité, un accompagnement technique, un financement ou un rôle de coordination dans la mise en place d'un tel Grand Liège? Je vous remercie de votre éclairage sur ces points, car un tel projet pourrait avoir des effets structurants majeurs pour notre province. Merci. Merci, Monsieur le conseiller. J'invite à nouveau Madame Cathy Firquet, députée. Une réaction par rapport ou d'autres interventions par rapport à ce point? Non. Madame Firquet, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, je suis ravie de constater l'attention que vous portez au rôle dévolu à la province et votre volonté de veiller à ce qu'elle ne soit pas mise de côté dans ce dossier institutionnel. Nous avons effectivement pris connaissance de la réflexion quant à une fusion entre les villes de Liège et d'Herstal, comme tout le monde, une fois de plus, par la presse. Il semblerait que la communication par voie de presse de décisions qui concernent plus ou moins directement la province soit devenue un procédé récurrent et affectionné par certains. Je ne vous le rappellerai pas, la sortie du ministre des Pouvoirs locaux ou celle de la rectrice de l'U-Liège. Je ne m'étrangle donc plus en buvant mon café le matin. Cela dit, cette volonté de fusion n'est pas neuve. Le bourgmestre d'Herstal l'avait déjà évoqué peu avant les élections de 2024. Les contours en sont encore très flous et nous suivrons tous avec intérêt son évolution jusqu'à sa mise en pratique concrète avec, qui sait, le choix peut-être d'un nouveau nom. Dira-t-on un jour la ville de Herge ou de Liétal? Ça éviterait peut-être que les actions de la province de Liège soient automatiquement attribuées à la ville de Liège, un gain en visibilité non négligeable pour la province, le cas échéant. Pour en revenir au rôle de la province, le Collège provincial n'a été ni informé, ni consulté sur ce projet, et pour cause, la fusion des communes relève, on le sait, strictement de la compétence régionale et communale. En clair, nous ne marions personne, la province ne décide pas, n'initie pas, et si ce projet devait aboutir, ne devrait pas être amené à se positionner ou à valider ce que les communes et la région wallonne auraient décidé. Pour autant, la province n'est pas un figurant dans le paysage institutionnel. Son rôle supracommunal est essentiel dans de nombreux dossiers. De plus, nous disposons d'outils efficaces et de personnel compétent, faisant de notre expertise en la matière un atout précieux au bénéfice des territoires et des communes. Le cas échéant donc, la province se mobilisera et son expertise sera évidemment mise au service de ce projet, pour autant bien sûr qu'une demande officielle nous parvienne un jour idéalement, autrement que via la presse. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame la députée provinciale présidente. Une réaction? Pas de réaction, M. Maneri? La troisième question d'actualité concerne la prolifération du frelon asiatique et j'invite son auteur, M. Serge Ernst, à la tribune. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Comme mon collègue Thierry Bataille l'avait déjà souligné au printemps dernier, lors d'une précédente question d'actualité au nom des engagés CSP, la prolifération des frelons asiatiques constitue un fléau croissant pour l'ensemble de notre province. À l'époque, la réponse du collège indiquait que des solutions étaient à l'étude, reconnaissant l'ampleur de cette problématique. Avec mon collègue Thierry Bataille, nous souhaitons revenir vers vous pour voir si le dossier a évolué, en sachant que plusieurs bourgmestres se joignent à notre préoccupation, peut-être celui de Liège-Tal, non? Aujourd'hui, l'inquiétude grandit parmi les citoyens et les mandataires locaux, de plus en plus alertés par la multiplication des nids visibles sur notre territoire, notamment avec la chute des feuilles. L'urgence d'une action coordonnée et efficace se fait de plus en plus sentir.
Récemment, la province du Brabant-Wallon a lancé l'initiative Gardiens de la ruche, un plan concerté avec les communes partenaires pour distribuer des milliers de pièges sélectifs et organiser un comptage scientifique. Cette démarche collaborative montre qu'une intervention à l'échelle provinciale est possible et pertinente. De son côté, la province du Limbourg souhaite désormais apporter une aide organisationnelle et encourager les échanges entre les communes afin de limiter l'impact du frelon. Dans ce contexte, nous souhaitons savoir si le Collège provincial et ses services envisagent de développer une initiative similaire dans la province de Liège pour soutenir et coordonner les actions de piégeage menées par les communes. Dans le cas contraire, quelles autres aides concrètes et spécifiques avez-vous prévues pour soutenir les initiatives prises par les communes, les apiculteurs et les associations confrontées à cette invasion? Merci pour votre réponse. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur le sujet? Pas d'autres interventions. J'invite à présent M. André Denis, député provincial, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette dernière question. Chers collègues, mesdames et messieurs, messieurs Ernst et Bataille, je vous remercie pour votre question sur le sujet prégnant, comme en témoigne la presse régulièrement. La présence du frelon asiatique, effectivement, s'intensifie d'année en année sur notre territoire, représentant une menace croissante pour la biodiversité, l'apiculture et la sécurité publique. Conscients de cette réalité, nous travaillons activement à la mise en place de solutions concrètes pour y faire face. Depuis plusieurs années déjà, nos services, qu'ils soient agricoles, le CP phare et le service du développement durable, se sont engagés dans la sensibilisation à travers des conférences et formations et ont testé différentes méthodes de lutte, notamment grâce aux projets provinciaux menés autour de l'apiculture. Dans le cadre du cycle de conférences miel et abeilles, par exemple, qui se tiennent régulièrement, nous nous sommes penchés sur les mesures de protection des ruchers grâce à des ateliers de création de muselières et aux tests de traçage GPS. Fort de ces expériences, nous planchons aujourd'hui sur une solution de piégeage à proposer prochainement aux communes. L'idée est de travailler ainsi sur tous les plans, sensibilisation, formation et désormais intervention, piégeage. Et avec tous les acteurs mobilisés, section apicole équipée par la Wallonie, initiative communale, bénévoles formés par le Centre de recherche agronomique de Wallonie, neutraliseurs privés ou encore zones de secours, de manière complémentaire et concertée en renforçant le maillage d'intervenants et de moyens pour faire face à la menace et à sa progression fulgurante. L'axe d'intervention est donc le dernier à venir rejoindre notre panel d'action provinciale. Il en est aux dernières étapes de mise en œuvre, achat de pièges et dégagement d'aides financières et sera proposé dès le début 2026. C'est une initiative que nous entendons faire connaître, que ce soit grâce à votre question de ce jour au Conseil, ou via courrier vers les bourgmestres et nos relais POLEC dans les communes. Cette démarche a deux desseins. D'une part, informer les élus locaux, ils nous interpellent déjà à ce sujet, comme vous ne manquez pas de le relayer. Deuxièmement, recueillir avis, retours et expériences grâce aux acteurs de proximité afin d'adapter au mieux et de manière concertée la solution qui sera proposée. En outre, si la question du frelon vous préoccupe autant que nous, je vous invite déjà à inscrire à votre agenda les dates des mardis 20 et vendredi 23 janvier 2026, respectivement à Crisnay et Larrey. Nous vous y donnons rendez-vous pour des séances d'information et de formation. En effet, une bonne connaissance de la problématique est favorable à une bonne lutte également. Notre volonté
et de construire une démarche commune, réaliste et efficace, en phase avec les besoins des communes et des réalités de terrain pour l'ensemble du territoire provincial afin d'éviter le morcellement de l'action. Ainsi, en résumé, notre plan tient en 3 points. Écouter les besoins et mettre en relation les différents acteurs en décembre 2025, davantage former parce qu'on l'a déjà fait, et sensibiliser encore plus à partir de janvier 2026, distribuer des pièges dès février 2026 et accorder d'éventuelles subventions financières courant 2026. Ainsi, vous le voyez, on est sur le coup. Merci de le faire savoir. Merci pour votre bonne attention. Je vous remercie, Monsieur le député provincial. Une réaction? Oui, mais Monsieur Mannery, avant la réponse. Désolé, j'ai encore rappelé le règlement. Point 3. Modification du tableau de répartition des compétences entre les membres du Collège provincial, prise d'acte. Ce document a été examiné par le Bureau et j'invite le rapporteur, M. Olivier Bastin, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Dans le cadre de la répartition des compétences provinciales entre les membres du Collège, tel qu'envisagé de manière globale dans la déclaration de politique provinciale, il avait été initialement programmé un rattachement des services de guidance, donc PMS et PSE, au département de la santé et des affaires sociales. Après un réexamen et une analyse administrative approfondie, le 13 novembre, le Collège a décidé d'installer la compétence guidance, donc PMS et PSE, comme une compétence à part entière reprise sous le député Luc Lejeune. Un membre du bureau a posé une question de précision au sujet PMS et PSE. Le président a répondu que ceci était auparavant bien repris sous la compétence santé et qu'il serait désormais un service à part entière. Il s'agit d'une prise d'acte et pour laquelle il n'y a donc pas de vote. Merci. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Il s'agit, comme on vient de le dire, d'une prise d'acte. Le Conseil prend acte de la dite résolution. Nous passons aux points 4 et 5, documents 026 et 027. Il s'agit de 2 octrois de subventions sport, la première à la ville de Hanu et la seconde à l'ASBL Espoir Cycliste et Développement. Votre première commission a pris connaissance de ces 2 documents et les a regroupés. J'invite son rapporteur, Mme Virginie Defranc-Firquet, à nous faire part de son rapport sur ceci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, chers collègues. Votre première commission s'est réunie donc ce mardi. Elle s'est penchée d'abord sur le dossier 2526/026 relatif à l'octroi de subventions en matière de sport pour répondre ici à la demande de soutien de la ville de Hanu dans le cadre de l'organisation de la Cross Cup de Hanu, Grand Prix de la province de Liège, et le Cross pour jeunes Les Étoiles de demain, éditions 26, 27, 28 et 29. Donc c'est notamment un soutien d'un montant de 100 000 € qui est réparti sur les 4 années de la convention qui nous est proposé de valider. Un membre s'est étonné de voir qu'une convention avait été établie avec la ville de Hanu pour cet événement pour les années 2023 et 2024. La nouvelle convention maintenant couvre les années 26 à 29. Il se demande dès lors pourquoi avoir sauté l'année 2025. Il lui a répondu que 2025 fait bien partie de la précédente convention 2023, 24, 25 et pas 2024 comme indiqué dans le document. Un autre membre se demande pourquoi la nouvelle convention est pluriannuelle et va jusqu'en 2029 et pas pour autant aller, pourquoi ne pas aller du coup jusqu'en 2030, année de fin de législature. La durée de la convention sur plusieurs années est importante pour des événements internationaux d'ampleur et au regard aussi des exigences du calendrier de telles compétitions. C'est comme pour les classiques ardennaises et le meeting international. C'est en outre le dernier grand cross de Wallonie qui réunit plus de 2000 coureurs issus du sport de haut niveau et du sport pour tous et qui est encore retransmis en direct à la télévision. Autre élément de réponse, il n'y a pas de raison particulière à ne pas englober aussi l'année 2030 dans cette nouvelle convention. La députée présidente ajoute que dans certains cas, pour les classiques par exemple, c'est l'inverse qui a été fait avec une convention réduite de 6 à 3 ans.
pour leur assurer un partenariat de qualité par une convention pluriannuelle, mais en les incitant également à penser, à ne pas oublier la province de Liège pour une étape du Tour de France. Votre commission s'est également penchée sur le document 2526/027 relatif à la demande de subvention en matière de sport de l'SBL Espoir Cycliste Développement dans le cadre de l'achat de vélos de course pour l'équipe cycliste continentale UCI de l'ASBL. C'est ici une subvention de 10 000 € qui nous est proposée d'octroyer à cette SBL pour une participation à l'achat de vélos pour cette équipe cycliste continentale UCI qui sera créée en janvier 2026. C'est 8 coureurs liégeois au minimum sur les 15 qui devraient faire partie de cette équipe. Ils devraient en outre bénéficier d'un encadrement sportif, scolaire et professionnel pour les préparer au haut niveau, tout en valorisant la province de Liège sur la scène nationale et internationale. Il n'y a pas eu de questions sur ce point. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces deux documents. Le vote est clôturé. Le Conseil adopte les deux résolutions à l'unanimité. Point 6, document 028. Ce point concerne un octroi de subvention en matière d'enseignement à la demande d'ASBL Festival international du rire de Liège. Ce document a été examiné par votre première commission. J'invite le rapporteur, M. Étienne Robat, à la tribune pour son rapport. Président, chers collègues, en effet, il est proposé d'octroyer une subvention d'un montant de 10 000 € à la SBL Festival international du rire de Liège dans le cadre du soutien à l'édition 2025 de ce festival. Pas de remarques en commission. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert pour ce point. Le vote est clôturé. Le Conseil adopte la dite résolution à l'unanimité. Les points 7 et 8 de l'ordre du jour concernent respectivement un règlement d'occupation et un règlement d'ordre intérieur pour les infrastructures sportives et locaux de la province Racket Arena à Oui. C'est votre première commission qui a pris connaissance de ces deux documents et qui a désigné M. Serge Ernst comme rapporteur pour ceux-ci. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. La première commission s'est réunie ce 25 novembre afin d'examiner deux projets de règlement relatifs aux infrastructures sportives et aux locaux de la province Racket Arena à Oui. Le document 29, règlement concernant l'occupation des locaux et les tarifs. Le document 30, règlement d'ordre intérieur. Un commissaire demande si un impact était déjà visible suite à l'adaptation des règlements dans les autres infrastructures sportives de la province. Il est expliqué que ces règlements visent à favoriser l'accès au sport en élargissant les plages horaires et en proposant des tarifs adaptés. Les infrastructures provinciales accueillent des clubs, des fédérations, des écoles, ainsi que des citoyens avec une volonté affirmée de démocratiser la pratique sportive. Pour la Racket Arena, les locaux sont utilisés par des clubs sportifs, des écoles et formations pour les jeunes, des fédérations pour des stages et entraînements, notamment avec la présence régulière des sportifs de haut niveau tels que Steve Darcy, Raphaël Collignon ou David Goffin, des citoyens pour le tennis et le padel qui peuvent s'entraîner ou jouer à prix accessible. Le ROI permettra d'uniformiser les droits et devoirs de chacun ainsi que les tarifs. À noter qu'une commissaire qui n'est pas là, mais qui a demandé qu'on pose la question de supprimer l'expression « bon père de famille » dans le texte. En conséquence, la Commission propose d'adopter ces deux règlements
pour les infrastructures sportives et les locaux de la province Raquette Arena. Ah oui, je n'ai pas donné de nom. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces deux documents. Le vote est clôturé. Les deux points sont approuvés à l'unanimité. Point 9 de l'ordre du jour concerne la proposition de dissolution de l'ASBL, Association pour la gestion du château de Jehay. Ce document a été examiné par votre deuxième commission. J'invite son rapporteur, M. Irwin Guckel, à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres du Collège provincial, Mesdames, Messieurs, chers collègues, il me revient à ce jour de vous présenter le résumé du point 25-26/031 qui concerne la dissolution de la ASBL Association pour la gestion du château de Jehay, point qui a été abordé en 4e commission cette semaine. Plusieurs questions seront posées lors de cette commission. Pourquoi cette volonté de dissolution de l'ASBL? Quid de l'avenir du personnel de cette ASBL? Les missions seront-elles toujours remplies au service du château de Jehay? Le député rassura l'ensemble des conseillers en expliquant cette décision. Ce choix est dû à une cohérence au sein de notre institution provinciale. En fait, cette ASBL est composée à 100% d'agents provinciaux. La cohérence est donc de rassembler les acteurs provinciaux et éviter les structures intermédiaires, ce qui était le cas historiquement de la dite ASBL. Le député aura aussi pu rassurer les membres de la commission concernant le budget qui restera identique. En résumé, c'est seulement une économie de structure, mais pas au niveau du personnel ni des moyens. L'ASBL n'a pas de personnel APE, ce qui ne mettra en aucun cas des contrats de travail en péril suite à la disparition de ce modèle. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. C'était la deuxième commission. Deuxième commission et pas la quatrième, effectivement. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. La résolution est adoptée par 42 voix pour et 7 abstentions. Le point 10, document 032 de l'ordre du jour concerne l'adaptation du règlement du Centre de documentation pour les demandes de reproduction des documents iconographiques, audiovisuels et sonores du Musée de la vie wallonne. La deuxième commission l'a examiné et en a pris connaissance. J'invite à la tribune Mme Astrid Bastin pour son rapport sur les échanges intervenus en commission. Merci, Monsieur le Président. Donc ici, il s'agissait du document 2526/032, adaptation du règlement du Centre de documentation pour les demandes de reproduction des documents iconographiques, audiovisuels et sonores du Musée de la vie wallonne. Ce document n'avait pas donné de questions par rapport à justement les articles qui ont été présentés. Et voilà. S'il vous plaît. Un petit peu plus? Oui, pas de souci. En fait, j'ai demandé en commission s'il fallait que je fasse un rapport et j'ai cru comprendre que non. Eh bien, si, pas de chance. Donc, je vais voir avec vous. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, du coup, il y a eu des demandes de recherche. Il y a eu aussi un respect du personnel et des autres usagers. Il y a eu des assurances responsabilités. Et c'était aussi par rapport aux horaires sur le centre de documentation qui était accessible ce rendez-vous. Et maintenant, il est fermé au public le vendredi à la consultation des documents et la précaution concernant la manipulation des documents. Voilà, ça vous convient?
Je vous remercie, Madame la deuxième vice-présidente. Pour la quatrième, vous aurez tout un rapport de votre acte. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Je pourrais peut-être demander à Madame la députée d'utiliser son boîtier pour voter et pas son GSM. C'est gentil, Laurent. Le vote est clôturé. Le Conseil adopte la dite résolution à l'unanimité. Les points 11 à 14 de l'ordre du jour concernent les octrois de subventions culture aux ASBL, Théâtre de Liège, les Grignoux, Compagnie Odessa et Remua. Ces 4 documents ont été examinés et regroupés par votre deuxième commission. J'invite M. Pascal Rodins à la tribune pour nous faire part de son rapport. Monsieur le Président, mes chers collègues, 4 points, 4 subsides extrêmement importants pour notre province. Je tiens d'abord à remercier ma collègue Anne Zinzen qui m'a aidé à examiner ces points qui sont quand même fort techniques. En cette période de bonhomie et de surréalisme à la belge, abandonnée pour laisser place à une expression artistique, misérabiliste, qui se réduit à des lancers de pavés sur l'hôtel de ville de Liège, j'ai le plaisir, chers collègues, de vous annoncer que la province adoucit les mœurs par la promotion des arts et des lettres. Passons du discours aux actes. Point 11, octroi d'un subside au Théâtre de Liège. Aucune question en commission. Point 12, octroi de subventions en matière de culture aux Grignoux. Pas de question en commission. Point 13, octroi à la SBL Compagnie Odyssea. Pas de question en commission. Point 14, octroi de subvention à la SBL Remua. Pas de question en commission. J'ai dit, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Pouvons-nous passer à un vote globalisé? Oui, le vote est ouvert pour ces 4 documents. Le vote est clôturé. Les 4 résolutions sont adoptées à l'unanimité. Les points 15 à 18 de l'ordre du jour concernent également des octrois de subventions culture aux ASBL Festival Parole d'Humain et Fédération des jeunesses musicales Wallonie-Bruxelles, aux institutions culturelles du secteur privé et à 11 bénéficiaires pour appel à projet théâtre amateur et chant des énergies. Ces 4 documents ont aussi été examinés et regroupés pour votre deuxième commission et j'invite M. Grégory Piron à la tribune pour nous faire part de son rapport. Merci, Monsieur le Président. Donc, votre commission s'est réunie et a traité donc, les points 30... attendez, je suis perdu. 37. 037, 038... 039 et 040, donc qui concernent le premier point, donc demande de soutien de l'ASBL Festival Parole d'Humain dans le cadre de sa 25e édition du festival éponyme, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Fédération des jeunesses musicales Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l'organisation de 4 concerts intitulés Ode au lendemain, 85 ans de musique et de liberté, rassemblant 150 jeunes et l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, du 11 au 14 décembre 2025 à Liège, Bruxelles, Charleroi et Namur,
ainsi que l'octroi de subventions en matière de culture, subsides aux institutions culturelles du secteur privé dans le cadre du fonctionnement 2025, organisation de la manifestation ponctuelle, la BIP, par le Centre culturel de Liège, Les Chirous, ainsi qu'un octroi de subventions en matière de culture au profit de 11 bénéficiaires dans le cadre de l'appel à projet Théâtre amateur et Chant des énergies pour sa saison culturelle 2025-2026. Il n'y a pas eu de questions soulevées ni de remarques éventuelles. Merci. Merci, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? On passe au vote globalisé. Le vote est ouvert pour ces 4 documents. Tu refais chaque fois. Ok, toi. Le vote est clôturé. Les 4 résolutions sont adoptées à l'unanimité. Votre deuxième commission a examiné et regroupé les points 19 à 21 de l'ordre du jour relatif à 3 rapports d'évaluation annuels dans le cadre de contrats de gestion ou contrats programmes conclus avec les ASBL Théâtre de Liège, Centre lyrique de la communauté française et Opéra Royal de Wallonie et MNEMA. J'invite le rapporteur, Mme Céline Innocent, à la tribune pour nous faire part de son rapport. Pas très pratique. Monsieur le Président, chers collègues, ce mercredi 26 novembre, votre deuxième commission s'est réunie pour aborder les 3 points suivants. Premier point, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Théâtre de Liège, exercice 2024, prévision 2025. La SBL Théâtre de Liège, établie place du 20 août, a pour vocation la création de spectacles dramatiques, principalement à destination de la région liégeoise, le développement de créations théâtrales sur la ville de Liège et l'aide aux productions peu conventionnées. La province de Liège siège au conseil d'administration par le biais de 2 administrateurs désignés. Le document n'a soulevé aucune question. Deuxième document, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat programme 2024-2028 entre l'ASBL Centre lyrique de la communauté française Opéra Royal de Wallonie, exercice 2024, prévision 2025. Le Centre lyrique de la communauté française Opéra Royal de Wallonie, établi 1 rue des Dominicains à Liège, a pour mission de promouvoir l'art lyrique dans la communauté française de Belgique et de promouvoir le rayonnement culturel de cette dernière vers l'extérieur. C'est ainsi que la SBL produit des spectacles, récitals, concerts, représentations, manifestations diverses. La province de Liège est présente au sein de l'Assemblée générale de la SBL par l'intermédiaire de 3 délégués, dont 2 administrateurs. Et le document n'a soulevé, lui non plus, aucune question. Enfin, troisième point, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion entre la province de Liège et la SBL MNEMA, exercice 2024, prévision 2025. La SBL MNEMA a pour objectif de gérer un patrimoine et de lui doter une fonction culturelle, éducative et sociale, de créer un centre de recherche, de documentation, mais aussi d'exposition et de rencontres. L'association met en avant la transmission, la mémoire d'événements historiques afin d'interpeller la conscience collective. La province de Liège est présente au sein de l'Assemblée générale par l'intermédiaire de 5 délégués, dont 1 administrateur, et le document n'a soulevé, lui non plus, aucune question. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. Je vous clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces 3 documents. Le vote est clôturé. Ces 3 résolutions sont adoptées à l'unanimité. Les points 22 à 24 de l'ordre du jour concernent également 3 rapports d'évaluation annuels dans le cadre des contrats de gestion conclus par les ASBL Académie de musique Grétry, Centre wallon d'art contemporain de la communauté française, la Châtaigneraie, et de la Fondation Province de Liège pour l'art et la culture. Ces 3 documents ont aussi été regroupés et examinés par les membres de votre deuxième commission, et j'invite le rapporteur, M. Thomas Chialon, à la tribune.
Merci, Monsieur le Président. Il s'agissait donc de prendre connaissance de l'évaluation des contrats de gestion avec l'Académie de musique Grétry, ASBL, avec l'ASBL à Châtaigneraie et avec la Fondation Province de Liège pour l'art et la culture. Pour ces 3 dossiers, il est proposé d'attester de la vérification de la réalisation des tâches de service public sur l'exercice 2024 et de l'accord sur l'évaluation positive de l'exécution du contrat. Et les 3 points n'ont suscité aucune réaction en commission. Je vous remercie, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces 3 documents. Le vote est clôturé. Les 3 résolutions sont adoptées à l'unanimité. Point 25. Document 047. Modification statutaire, procédure interne relative aux demandes d'intervention psychosociale, y compris pour fait de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. C'est votre 3e commission qui a examiné ce document et j'invite son rapporteur, Madame Pirmelin, à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Donc, la 3e commission s'est réunie ce mercredi 26 novembre. Le point 25-26-047 était consacré aux modifications à apporter au règlement de travail du personnel provincial non enseignant et à l'insertion dans ce règlement de travail d'une annexe qui porte sur la mise à jour de la procédure interne relative aux demandes d'intervention psychosociale, y compris pour des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Cette insertion était nécessaire suite à l'entrée en vigueur de la loi du 7 avril 2023 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Et ce document n'a suscité aucune question ou remarque en commission. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. La résolution est adoptée par 44 voix pour, 4 abstentions. Point 26. Il s'agit d'une modification statutaire relative à la charge TIC. C'est encore votre 3e commission qui a examiné ce document et qui a désigné M. Christian Huberti en qualité de rapporteur pour celui-ci. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller provincial. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, votre 3e commission, réunie ce mercredi 26 novembre, a examiné le projet de modification statutaire de l'annexe 2 du règlement de travail du personnel provincial non enseignant portant sur la charge d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit ici de préciser les modalités de la gestion des accès informatiques, y compris la boîte mail, et du matériel en cas d'absence. Il s'agit également de préciser un cadre clair et sécurisé concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle lors de l'activité professionnelle. Ce point n'a donné lieu à aucune question. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert.
Le vote est clôturé. Le Conseil adopte la dite résolution par 45 voix pour et 3 abstentions. Le point suivant, le point 27, concerne la mise en non-valeur de créances dues au centre d'aide à domicile et a été examiné par votre troisième commission. J'invite à la tribune Madame Muriel Brodie-Ruilin pour nous faire part de son rapport sur ce document. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, dans le dossier 25-26-049, pour le centre d'aide à domicile, la mise en non-valeur de créances pour la période 2020-2024 s'élève à 331,28 €. Merci pour votre écoute. Merci, Madame la Première Vice-Présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. Le Conseil adopte la dite résolution par 45 voix pour et 3 abstentions. Le point 28 concerne le règlement du prix du volontariat organisé dans le cadre du Salon du volontariat de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission. J'invite son rapporteur, M. Gianni Tabon, à nous faire part de son rapport à la tribune. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le document concerne le règlement du prix du volontariat, organisé dans le cadre du 17e Salon du volontariat de la province de Liège. Dans ce cadre, un prix du volontariat est créé afin de mettre en valeur des volontaires exemplaires et de renforcer la visibilité du bénévolat. Chaque association ou fondation peut présenter un seul candidat par édition. Une commissaire a soulevé une question, étant donné que la période des candidatures commence le 30 octobre et se termine le 31 décembre, et que nous sommes déjà fin novembre. L'administration a répondu que la question d'une prolongation éventuelle de cette période serait discutée lors d'une prochaine réunion et a donné quelques informations pratiques supplémentaires. Je vous remercie, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. C'est ce que tu fais. Le vote est clôturé. La résolution est adoptée par 45 voix pour et 3 abstentions. Les 15 prochains points de l'ordre du jour, les points 29 à 43, documents 052 à 066, concernant les deuxièmes AG ordinaires 2025 et AG extraordinaires des intercommunales à participation provinciale, ont été examinés par votre quatrième commission qui les a regroupés par groupe de 4 et de 3, afin de faciliter la rédaction des rapports par les rapporteurs désignés. On commence donc par les points 29, 30, 31 et 32, deuxième Assemblée générale ordinaire 2025 des intercommunales Aqualis, CHR Verviers, Lille, l'AIDE et l'AG extraordinaire du CHR Verviers. J'invite Mme Astrid Bastin à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ces 4 documents. Ah, c'est Serge qui vient. Désolée, elle a dû s'absenter, donc elle m'a demandé de lire le rapport donc, concernant les rapports pour les assemblées générales ordinaires fixées au 3 décembre pour Aqualis, le CHR Verviers, deuxième assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire fixée au 8 décembre, la Liège zone ILE SRI, deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 15 décembre, et l'AIDE, deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 16 décembre 2025. Il s'agit principalement de l'approbation des plans stratégiques 2026-2028. Il n'y a pas eu de questions et donc on propose de les approuver. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur ces 4 points? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces 4 documents.
Le vote est clôturé. Les 4 résolutions sont approuvées par 41 voix et 7 abstentions. On poursuit avec les points 33 à 36, toujours pour la 4e commission. Deuxième Assemblée générale ordinaire 2025 des intercommunales Essetia, Enodia, SPI et RESA et AG extraordinaire d'Enodia. J'invite M. Grégory Piron à la tribune pour nous faire part de son rapport. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, votre 4e commission s'est réunie ce mardi au Palais. Les points concernent donc Essetia, Enodia, l'ASPI et RESA pour des 2e assemblées générales ordinaires et extraordinaires en date des 16 et 17 décembre 2025. Il n'y a pas eu de questions soulevées ou de remarques éventuelles. Monsieur le Président Jadot demande d'éviter de planifier ces AG le même jour que notre Conseil, les dates de nos réunions étant connues à l'avance. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Je suppose que oui. Le vote est ouvert pour ces 4 documents. Le vote est clôturé. Ces 4 résolutions sont adoptées par 41 voix pour et 7 abstentions. On continue avec les points 37 à 40, toujours pour la 4e commission. Deuxième Assemblée générale ordinaire 2025 des intercommunales RESA Holding, IGIL, Intradel et SIL. J'invite à présent Mme Muriel Brodurvillain à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ces 4 documents. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le dossier suivant, examiné en 4e commission et repris sous le numéro 25-26-060, concerne la 2e AG de RESA Holding et présente le plan stratégique 2026-2028. Avec un exposé sur le renforcement de la gouvernance au sein du groupe RESA, RESA Holding a pour mission principale de soutenir la stratégie du GRD RESA et les initiatives existantes du réseau non régulé contribuant à la transition énergétique. Elle assure également la cohérence, la stabilité financière et la performance globale. Pour le document 25-26-061, c'est de l'IGIL que nous parlerons avec une présentation bien détaillée de son président. L'intercommunale de gestion immobilière liégeoise est composée de la ville de Liège avec 67% des parts, 23% par la province, Nochac et Essetia 8%, et la commune de Chaudfontaine pour 0,02%. Ces propriétés sont principalement le Palais des Congrès, VDV Congrès et les halls d'expo. Ce sont des outils importants dans le secteur événementiel. Leur volonté pour le plan stratégique, c'est de contribuer à accueillir de grands événements comme le jumping ou encore Habitat pour majorer les recettes. Le deuxième point, travailler à maintenir les infrastructures et valoriser les constructions pour la pose de panneaux photovoltaïques, par exemple. Le troisième, c'est économiser un maximum en négociant régulièrement les énergies. Un conseiller demande, mais Grégory l'a déjà dit, que les intercommunales ne se passent pas en même temps que le conseil provincial ou ses commissions. L'intercommunale suivante est Intradel, reprise sous le document 25-26-063. Le plan stratégique s'intitule « Préparer pour l'avenir et travailler à la gestion des déchets pour les 72 communes associées et leurs habitants ». Les valeurs de la société sont le respect de l'environnement, la maîtrise économique, la responsabilité sociétale, avec en plus la recherche de la qualité et l'amélioration des prestations dans une optique de service public. Leur vision est de gérer les déchets et le faire par un coût maîtrisé et supportable grâce à la mutualisation des ressources. En synthèse, 72 communes, 1 060 000 citoyens desservis, 326 collaborateurs, 477 kg de déchets ménagers, y compris les encombrants, par habitant, 108 kg de déchets résiduels et 30 kg de déchets organiques,
et toujours la recherche d'un service bien rendu. Point suivant, pour terminer, la CIL, sous le document 25-26-063. Madame Gabrielle, directrice générale, nous présente son intercommunale distributrice d'eau. La CIL, votre eau, notre essentiel, nous dit le slogan. Madame Gabrielle nous explique que le plan stratégique est en pleine continuité pour une société qui dessert près de 500 000 habitants sur 24 communes. C'est le deuxième distributeur après la SWDE. Ce n'est pas facile, car en 2022, il y avait un très gros déficit de trésorerie. La seule recette est le prix de l'eau qu'il leur est interdit d'augmenter. Leur but est de trouver d'autres recettes, la vente des parts NRB par exemple. Le plan d'économie est en continuité également. Un nouveau plan tarifaire a été demandé, une suspension d'indemnités aux communes jusqu'en 2029, certains biens immobiliers vendus, un dialogue social bien entendu, et une très grande attention sur les recrutements. Réévaluer les contrats de maintenance, diminuer les charges. 3 gros enjeux pour le plan stratégique 26-29, le renouvellement des canalisations, le changement des raccordements en plomb qui seraient terminés en 2034 et bien sûr la qualité de l'eau. La CIL est déjà équipée de bon nombre d'installations à la pointe. Elle peut traiter par exemple les PFAS. Elle continuera à être à la pointe en maîtrisant les coûts. Une conseillère demande ce que représentent les indemnités aux communes. Madame Gabrielle, 2 500 000 €. Monsieur le député demande s'il est dans les projets pour la région wallonne de fusionner les réseaux. Il lui est expliqué que non, mais plutôt d'accroître les collaborations entre les différents opérateurs. Un conseiller demande ce qu'il en est des microplastiques. Il lui est répondu qu'il n'y a pas encore de normes pour mesurer l'impact. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie, Madame la Première vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clos la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces 4 documents. Le vote est clôturé. Le Conseil adopte les 4 résolutions par 41 voix pour et 7 abstentions. On termine pour les AG des intercommunales avec les points 41 à 43, toujours pour la 4e commission, 2e Assemblée générale ordinaire 2025, d'ISO-SL, Néomancio et CHR Citadelle. J'invite Madame Julie Chanson à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ces 3 documents. Merci, Monsieur le Président. N'ayant pas assisté à la commission, c'est ma collègue, Madame Frenet, qui est elle-même souffrante, que je vais remplacer. Donc, je vous prie déjà de m'excuser si ce rapport peut paraître incomplet. Alors, pour le premier point en question, à savoir le CHR Citadelle, il s'agit de la 2e Assemblée générale ordinaire qui est fixée au 18 décembre. L'ordre du jour de l'Assemblée générale consistera à prendre connaissance d'une part, de l'approbation du plan stratégique 2026-2031, de prendre acte de l'information et formation aux administrateurs de l'intercommunal, de marquer son accord sur la fixation des rémunérations des mandataires, sur recommandation du comité de rémunération, et aussi de charger ses représentants de rapporter la présente décision. Pour le second point en question, il s'agit d'ISOCEL, 2e Assemblée générale ordinaire fixée au 18 décembre. L'ordre du jour appelle à prendre connaissance du plan stratégique triennal 2026-2028 ainsi que de son budget 2026, de marquer son accord sur la fixation des rémunérations des mandataires et de charger ses représentants de rapporter la présente décision. Et enfin, le 3e point, Néomancio, 2e Assemblée générale ordinaire fixée au 18 décembre 2025. Et l'ordre du jour appelle à se positionner sur le plan stratégique 2026-2027-2028,
de marquer son accord sur les propositions budgétaires pour les années 26, 27 et 28, de marquer son accord sur le maintien des rémunérations des mandataires sur recommandation du comité de rémunération à la suite du renouvellement de l'instance, et enfin de charger ses représentants de rapporter la présente décision. Voilà, Monsieur le Président, pour le rapport que je peux vous faire à propos de ces 3 points. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions? Pardon, le vote est ouvert pour ces 3 documents. Le Conseil adopte les 3 résolutions par 41 voix pour et 7 abstentions. Le point 44, rapport d'activité 2024 des sociétés anonymes et autres associations à participation provinciale. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission qui en a pris connaissance. J'invite à la tribune le rapporteur, Madame Nadia Loukia, pour son rapport sur ce document. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, je vais vous présenter un résumé des rapports d'activité des sociétés anonymes et des associations à participation provinciale. Donc, je vais d'abord vous les citer, les 6. Ensuite, je vous dirai quelques mots au sujet de leur activité, de l'aspect financier et de l'application de la province au niveau financier, justement. Donc, c'est la coopérative Le Marché Matinal de Liège, Liège Expo, la Société Wallonne des Eaux, donc la SWDE, et Tiasco, le circuit de Spa-Francorchamps et l'OTW, donc opérateur de transport en Wallonie, TEC. Donc pour le marché matinal de Liège, l'année 2024 a été une période de continuité et de gestion des acquis. Une des raisons en fait, qui a un peu suspendu le développement des activités cette année-là, c'est que c'était l'élaboration du master plan. Sur le plan financier, la société a fait preuve de solidité malgré moins d'investissement. Le résultat net s'élève à 211 557 €. Le capital souscrit et libéré par la province au 31 décembre 2024 est de 148 736 €. Pour Liège Expo, 2024 a été un nouveau départ avec l'inauguration de Liège Expo Convention Center en octobre 2024. Ce complexe remplace les anciennes halles de Coron-Meuse et s'étend sur 16 500 m². Son inauguration a été marquée par le jumping de Liège. Sur le plan financier, la société clôture l'année avec un bénéfice de 214 094 € grâce notamment à un résultat financier positif. Le montant souscrit et libéré par la province s'élève à 148 680 et représente 4,13% des droits de vote. Pour la SWDE, l'année 2024 a été exceptionnelle en termes d'investissement. Donc la SWDE a engagé un montant record de 263 millions d'euros d'investissement. Malgré le contexte, elle affiche un bénéfice net de plus de 10 millions d'euros sur un taux de conformité de la qualité des eaux de 99,4%. Le montant du capital souscrit et libéré par la province est de 8 057 425 €. Pour Etiasco, qui est une société donc, de participation, elle enregistre une excellente performance financière. La société a poursuivi son déploiement dans le secteur de l'énergie et des infrastructures, notamment via des participations dans Socofe ou Green for You. Le bénéfice de l'exercice s'élève à 10 312 137 € et la participation principale, qui est Etias SA, a redistribué 110 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires, donc dont Etiasco. Et la province de Liège a perçu du coup un dividende de 28 335 €. Ensuite, c'est le circuit de Spa-Francorchamps, pour qui l'année 2024 a été une nouvelle année de référence, donc parce qu'il a connu une affluence de record du public et une croissance des revenus de ses activités. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% par rapport à 2023 pour s'établir à 19,3 millions. L'exercice comptable présente un bénéfice de record de 2 millions et près de 7 millions d'investissements ont été engagés pour l'amélioration des infrastructures et l'impact environnemental.
La participation de la province est de 5 114 000, soit 17,69% des actions. Et enfin, le dernier, qui est l'opérateur de transport de Wallonie, qui a poursuivi la modernisation de ses infrastructures et la mise en œuvre de sa vision Phase 30, donc qui est l'horizon 2030, pour améliorer les services de transport et diminuer les voitures d'ici 2030. Il a également développé son service tech à la demande, mais voilà, il faut quand même souligner que l'année a été impactée par le projet du tram de Liège, que les travaux sont entrés dans leur phase finale en 2024. Le nombre de voyageurs a atteint 155,4 millions en 2024, donc un niveau record depuis 2017. Le montant du capital provincial souscrit et libéré au 31/12/2024 est de 1 086 690 €. Donc la conclusion, c'est que les entités dans lesquelles la province a ses participations se portent globalement bien malgré les défis respectifs. Et donc je vous propose au Conseil de prendre connaissance de ce rapport qui n'a suscité aucune question en commission 4. Merci. Merci Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 45. Il s'agit du dernier point examiné par votre 4e commission et celui-ci concerne l'octroi de subventions en matière d'agriculture à la SRL Les Poulets de Saint-André. J'invite le rapporteur, Mme Caroline Lebeau, à la tribune pour son rapport sur ce document. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues. Voici le rapport du document 25-26-068 sur l'octroi de subventions en matière d'agriculture pour la demande de soutien de la SRL Les Poulets de Saint-André. Dans le cadre de la politique provinciale visant à soutenir les acteurs de terrain, la province entend accompagner les structures locales dans le développement de leurs projets, en particulier dans le secteur agricole. Le Collège provincial propose ainsi d'accorder une subvention de 10 000 € à la SRL Les Poulets de Saint-André, établie à Dahlem, afin de soutenir son fonctionnement pour l'année 2025. L'entreprise poursuit son travail d'appui aux petits producteurs et doit adapter en permanence ses processus et ses équipements pour répondre aux exigences sanitaires de l'AFSCA, notamment en raison de la diversité des élevages et des morphologies de volailles. Les comptes 2024 montrent que l'entreprise a réalisé 630 293 € de produits pour 641 284 € de charges, ce qui représente une perte de 10 991 € sur l'exercice. Elle dispose toutefois de 1 747 € en trésorerie et d'un bénéfice reporté de 56 299 € qui lui permet donc d'absorber cette perte. Pour 2025, le budget prévisionnel est beaucoup plus favorable avec 758 600 € de recettes prévues pour 643 846 € de dépenses, soit un bénéfice attendu de 114 754 € avant prise en compte de la subvention provinciale. Par ailleurs, la SRL a intégralement justifié l'usage de la subvention antérieure. Aucune question n'a été soulevée en commission et au vu de ces éléments, il vous est proposé d'approuver l'octroi de l'aide sollicitée. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. La résolution est adoptée à l'unanimité. Le point 46, relatif à une modification statutaire concernant la rémunération des étudiants provinciaux, a été examiné par votre 5e commission. J'invite M. Marc Magneret à nous faire part de son rapport à la tribune. Merci.
Merci, Monsieur le Président, où je vais suppléer ma collègue Muriel Frenet. Donc, votre 5e commission s'est réunie le lundi 24 novembre à 17h au Palais Provincial pour discuter donc du statut pécunier des étudiants et plus particulièrement l'article 21. Un commissaire s'est interrogé sur le pourquoi de ce changement. La réponse de la députée est qu'il s'agit en fait de se mettre en adéquation avec le secteur. C'est une augmentation de salaire pour les étudiants. Une deuxième question d'un commissaire demandait combien d'étudiants allaient être impactés par cette augmentation. Il s'agit d'environ 120 étudiants, répartis principalement sur la HEPL et le domaine provincial de Ouégimont. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Le vote est ouvert. Le vote est clôturé. La résolution est adoptée à l'unanimité. Points 47 et 48. Les deux points suivants concernent les cultes. Budget 2025 de la Fabrique d'églises orthodoxes grecques Dormition de la Vierge et budget 2026 de la mosquée Merkez Camille. Ils ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission et soumis à leur examen. J'invite le rapporteur, M. Gianni Tabon, à la tribune pour nous faire part de son rapport. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le document 25-26-070 concerne donc le budget 2025 de la Fabrique d'églises orthodoxes grecques Dormition de la Vierge. Il est à noter que le budget aurait dû être déposé pour le 30 août 2024 et celui-ci n'a été réceptionné que le 4 novembre 2025. Le montant des subsides a été fortement augmenté et passe de 9 400 € en 2024 à 26 254 € en 2025. Afin de rembourser les avances que le prêtre a versées en 2024 pour un montant de 13 613 €, afin de couvrir un sinistre non pris en charge par l'assurance. Un commissaire a soulevé des questions et remarques. Les documents reprenant les différents éléments budgétaires diffèrent d'une demande à l'autre, ce qui engendre notamment des difficultés de lecture et de comparaison. Il n'y a pas d'informations sur le budget 2026. Il suggère un peu plus de rigueur et l'utilisation de formulaires types pour plus de clarté. Entre-temps, nous avons reçu par mail, en date du 26 novembre, et une présentation sera effectuée le 15 décembre en commission 5 pour de plus amples informations sur les procédures, formulaires types et autres. Ensuite, le point 25-26-071 concerne le budget 2026 de la mosquée Merkez Camille avec un subside provincial de 15 568 € et ce point n'a suscité aucune remarque et question. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est donc ouvert pour ces deux documents. Le vote est clôturé. Le Conseil adopte les deux résolutions par 42 voix pour et 7 abstentions. Les 4 points suivants, 49 à 52, concernent des désignations de receveurs spéciaux des recettes à l'IPES de Huy, l'Athénée Guilang, l'IPES Verviers et l'EP de Serein. Ils ont été regroupés et examinés par notre 5e commission. J'invite M. Jean-Denis Lejeune à la tribune pour nous faire part de son rapport sur ces 4 documents. Monsieur le Président, chers collègues, par sa résolution du 25 janvier 2018, votre Assemblée avait désigné Madame Ombeline Leclerc à partir du 1er janvier 2018 en qualité de receveur spécial des recettes à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Huy. L'intéressé étant maintenant occupé à mi-temps, il s'avère nécessaire de la remplacer. C'est la raison pour laquelle, sur avis des services du directeur financier provincial,
le Collège provincial propose à votre Assemblée de désigner à dater du 1er août 2025 M. Christophe Musiot en qualité de receveur spécial des recettes de l'Institut d'enseignement secondaire de Huy. Document 73. Par sa résolution du 23 septembre 24, votre Assemblée avait désigné M. Thomas Hennen à partir du 1er janvier 24 en qualité de receveur spécial des recettes à l'Athénée provincial de Feymal-Guilang. L'intéressé étant empêché, il s'avère nécessaire de pourvoir à son remplacement. C'est la raison pour laquelle, sur avis des services du directeur financier provincial, le Collège provincial propose à votre Assemblée de désigner à dater du 1er juillet 25 Madame Christelle Van de Bosch en qualité de receveur spécial des recettes de l'Athénée provincial de Flémal. Document 74. Par sa résolution du 28 juin 2018, votre Assemblée avait désigné M. Alain Pesser à partir du 1er juillet 2018 en qualité de receveur spécial des recettes à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Verviers. L'intéressé étant transféré, il s'avère nécessaire de pourvoir à son remplacement. C'est la raison pour laquelle, sur avis des services du directeur financier provincial, le Collège provincial propose à votre Assemblée de désigner à partir du 1er août 25 Madame Jacqueline Zambuto en qualité de receveur spécial des recettes à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Verviers. Le document 075 et par sa résolution du 28 janvier 2016, votre Assemblée avait désigné Madame Christiane Bica à partir du 1er janvier 2016 en qualité de receveur spécial des recettes à l'école polytechnique de Serein. L'intéressé étant admise à la retraite le 1er mai 2026, il s'avère nécessaire de pourvoir à son remplacement. C'est la raison pour laquelle, sur avis des services du directeur financier provincial, le Collège provincial propose à votre Assemblée de désigner à partir du 1er janvier 26 Madame Laurence Hostier en qualité de receveur spécial des recettes de l'école polytechnique de Serein. Je vous remercie, Monsieur le deuxième secrétaire. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces 4 documents. Le vote est clôturé. La résolution est adoptée par 49 voix pour à l'unanimité. Points 53 et 54, il s'agit d'une mise en non-valeur de créances liées à la bibliothèque des Chirous, de divers établissements provinciaux et du CHS L'accueil de Liernu, et d'une mise en non-valeur de créances fiscales concernant certaines taxes. Ils ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission et soumis à leur examen. J'invite le rapporteur, M. Grégory Benvenia, à la tribune pour nous faire part de son rapport. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Les 2 points présentés concernent des procédures de mise en non-valeur de créances. Concernant le premier point, il s'agit de créances classiques qui concernent différents établissements provinciaux comme les écoles ou les Chirous. Il prévoit la clôture de 37 dossiers de créances pour un montant total de 9 782. Le deuxième point concerne, lui, des créances fiscales sur les permis de chasse ou de dépôt de mitraille. 17 dossiers sont ainsi clôturés pour un montant total de 1 395 €. Ces points ont soulevé 2 questions en commission. Le premier concernant l'existence d'une liste noire, c'est-à-dire l'existence d'une procédure qui empêche les utilisateurs en défaut de paiement de continuer à avoir accès aux emprunts de livres, par exemple. Dans l'intervalle, le directeur financier a apporté des précisions par mail en confirmant qu'il était bien prévu qu'un emprunteur qui ne rend pas
les livres ou qui ne payent pas ses créances soient interdits d'emprunt. La deuxième question concernait la date. Un commissaire se demandait pourquoi on remontait jusqu'en 2009. Il lui est répondu que la procédure visée était une opération d'écriture comptable, de nettoyage, mais que dans les faits, on ne recouvrait plus de créances si anciennes. Merci pour votre écoute. Merci. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Le vote est ouvert pour ces deux documents. Le vote est clôturé. Les deux résolutions sont adoptées par 49 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Point 55. Prise de connaissance des dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, budget provincial 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission qui a désigné M. Marc Delray en qualité de rapporteur pour celui-ci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, ce document a en effet été examiné par la 5e commission en sa séance du 24 novembre dernier. Il fournit le détail des transferts budgétaires opérés dans le cadre du budget 2024, en réponse à l'obligation légale d'informer le Conseil de l'imputation finale des dépenses. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 56. Adhésion au droit de tirage décidé par le gouvernement wallon dans le cadre de l'accord Tax on Pylone 3. Information du Conseil provincial. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission. J'invite le rapporteur, M. Marc Capa, à nous faire part de son rapport à la tribune. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames les députés, Messieurs les députés, chers collègues, la Commission 5 qui s'est réunie ce lundi 24 novembre a pris acte de l'information à l'attention du Conseil provincial relative à l'adhésion au droit de tirage décidé par le gouvernement wallon dans le cadre de l'accord cadre Tax on Pylons, taxe sur les pylônes en français, document 25-26-079. Ce protocole d'accord convenu entre la région wallonne et plusieurs opérateurs de télécommunications consiste à développer la digitalisation des communes francophones et des provinces wallonnes. La région wallonne a lancé le droit de tirage prévu dans l'accord, lequel vise à faciliter la mise en conformité des pouvoirs locaux avec plusieurs obligations européennes, telles la cybersécurité, NIS 2, la protection des données et le RGPD, entre autres. La mise à disposition des ressources financières est donc là, planifiable, soutenant la digitalisation des pouvoirs locaux concernés. Entre parenthèses, cela permet aussi pour les opérateurs de télécommunications d'essayer d'éviter les taxes sur les pylônes et antennes GSM. C'est ça la base finalement de ces différents accords de tirage. C'est la 3e édition et c'est soutenu par ce principe-là. Le Collège provincial a approuvé la participation de la province de Liège à ce droit de tirage en manifestant son intérêt pour les dépenses éligibles suivantes: cybersécurité et services de confiance, dématérialisation et simplification administrative, gouvernance de la donnée et intelligence artificielle. Au-delà de la décision du Collège, il est également demandé de transmettre la délibération de l'information au Conseil provincial de ce jour et de l'envoyer ensuite au pouvoir subsidiant. Le subside pour chaque pouvoir local est de maximum 60 000 €. Il sera plus important pour les grandes villes. Il vous est donc proposé aujourd'hui, chers collègues, de prendre connaissance de la participation de la province de Liège au droit de tirage décidé par le gouvernement wallon dans le cadre de l'accord Tax on Pylons 3, soutenant la digitalisation des pouvoirs locaux. Ce point n'a pas suscité de remarques de la Commission. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Pas d'intervention, je clos la discussion générale. Il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Dernier point de l'ordre du jour public, approbation du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2025. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 18 décembre à 16h30. Séance à huis clos. En application de l'article L. 2212-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 50 de notre règlement d'ordre intérieur, je prononce le huis clos sur le